urbain, on a trois catégories d'espaces qu'on entretient. Les espaces de circulation et de déambulation, parmi lesquels on compte les espaces aménagés à cet effet, comme les parcs, les jardins, les squares. On a aussi tout ce qui est regroupé dans le terme accompagnement de voirie, avec les trottoirs, les cheminements, les alignements d'arbres et les terre-pleins centraux, donc ce qui est au milieu des voiries. Ensuite, il y a les espaces plutôt excentrés, où il y a peu de circulation, comme les friches et les milieux naturels. Et enfin, on a tout ce qui est lieu à usage spécifique, comme par exemple les écoles, les cimetières ou bien terrains de sport. Dans ces espaces, on a en fait trois types d'entretien qui se chevauchent. L'entretien des espaces arborés, des espaces herbacés et des milieux aquatiques, qui sont généralement entretenus par des personnes différentes, surtout quand ces endroits, quand les villes sont grandes. Les sites peuvent avoir un impact significatif sur leur gestion. Par exemple, pour un terrain de sport, on va avoir un entretien beaucoup plus soutenu que pour un endroit classique. Il y a une tonte toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas par exemple pour un terre-plein central. Et pour une école, on ne va pas pouvoir intervenir n'importe quand. Il faut se calquer sur l'emploi du temps des élèves, donc éviter si possible d'intervenir quand ils sont présents. Et surtout planter des végétaux qui ne sont pas dangereux ni toxiques. Ensuite, les limites des sites entretenus par les mairies peuvent être difficiles à connaître, car mal délimités ou inconnus carrément. On peut être amené à entretenir des sites qui appartiennent à l'État, à des copropriétés, au département ou à des particuliers, faute de limites claires, de barrières ou tout simplement de connaissances terrain. Il y a une loi à retenir, c'est la loi Labbé qui a pris effet en janvier 2017, qui interdit l'usage des produits phytosanitaires sur les espaces de circulation, comme la voirie, les espaces verts, les promenades et les forêts. Elle a ensuite été étendue en janvier 2022 à tout ce qui est site à usage particulier, type cimetière, un grand nombre de terrains sportifs, les jardins familiaux et un grand nombre de parcelles privées. En plus de cette loi, les communes sont tenues de gérer les espèces exotiques envahissantes, donc de contenir leur expansion, ce qui veut dire qu'on n'est pas supposé les éradiquer, simplement empêcher qu'elles ne se dispersent. Hormis ces deux points, les villes sont assez libres de gérer les espaces verts de la façon dont elles le souhaitent. L'État émet des incitations sur certaines pratiques, comme par exemple éviter de tailler les haies entre le 15 mars et le 31 juillet. Ce n'est pas interdit, les gestionnaires ont le droit de le faire, mais cette pratique qui met en péril la nidification des oiseaux peut poser des problèmes et les vides juridiques de ce genre sont assez inconfortables pour les gestionnaires. Cependant, au niveau local, oui, il est possible de combler ces vides juridiques justement via des documents d'urbanisme comme le SCOT ou le PLU. Donc, dans le PLU, il est possible d'ajouter des recommandations, des obligations même, sur, par exemple, les plantations d'arbres, le type d'essence à privilégier, comme les essences indigènes ou méditerranéennes, obliger la plantation de certains espaces pour créer des trames, vertes ou bleues. Il est possible aussi d'ajouter des documents de référence, comme par exemple une charte de l'arbre. Il y a des recommandations quant au type d'essence qu'on va planter et comment les entretenir aussi. Donc voilà, c'est un document assez poussé sur la préservation et l'amélioration des conditions de vie des arbres en ville. Le PLU de Rennes, c'est celui qu'on prend souvent en exemple pour partir de zéro sur ces questions, sur la gestion différenciée et puis sur la prise en compte des espaces de nature, des trames vertes et bleues. Aujourd'hui, ce qu'il est important de faire, c'est surtout de faire un inventaire de toutes les zones qu'on a en gestion, prendre un peu de recul, faire de nombreuses observations et établir une stratégie sur où on va mettre un maximum d'efforts et où justement on va laisser un peu de place
à la nature pour s'exprimer, tout en continuant de gérer de façon fine les abords qui sont très circulés. Et de ce fait, on va pouvoir réaliser des économies d'entretien. Mais de l'autre côté, on va créer des emplois aussi pour établir des diagnostics, faire des inventaires de suivi pour augmenter la biodiversité de l'endroit. Donc toutes ces actions sont formalisées dans un plan de gestion qui est ensuite potentiellement modifiable dans le temps selon les usages et les nouvelles espèces arrivantes. Et si on veut aussi pousser l'action plus loin, on peut créer un atlas de la biodiversité qui est un document qui permet de faire le lien entre de nombreux acteurs pour recueillir un certain nombre de données et puis lancer des projets qui ont pour but d'améliorer la biodiversité de la commune. Idéalement, il y a plein d'espaces en ville qu'on pourrait débitumer pour augmenter la surface végétalisée et infiltrer les eaux pluviales, comme les places, les parkings, les cours d'école, les cimetières. C'est pas toujours évident à cause de l'usage de ces endroits et de ce qu'il peut y avoir en dessous. Mais il y a des tas de choses qui sont possibles, même hors sol. Donc, voire même sur des toitures quand c'est possible. Il y a plein de choses à faire pour végétaliser la ville. Alors, laisser les herbes folles s'exprimer, ça donne la place à de grandes économies d'entretien parce qu'aujourd'hui, on ne les laisse pas vivre ou fleurir et ça nous coûte beaucoup d'énergie et de temps. Si on apprend à les reconnaître, ça nécessite un peu de temps, mais après c'est du temps gagné parce que c'est autant de plantes qu'on ne désherbe pas, qu'on ne tond pas ou qu'on laisse dans des massifs parce qu'on connaît leurs bénéfices. Alors il est très important d'utiliser dans un premier temps une politique de communication qui permette aux gens de comprendre pourquoi on ne les gère plus comme avant, en les laissant fleurir, prendre de la place. Via des panneaux qui expliquent pourquoi le site n'est plus tondu. Il est aussi important d'accompagner ces panneaux de visites de terrain, d'animation, via le protocole sauvage de ma rue par exemple, qui permet d'apprendre à reconnaître ces plantes, à les identifier, et puis à connaître aussi leur utilité, s'il y en a une ou plusieurs. Et ainsi, si les habitants les connaissent, ils peuvent comprendre qu'on ne les arrache plus et puis ils l'acceptent sans problème. Alors c'est généralement marrant parce qu'on n'est pas du tout attiré par les plantes qui piquent. J'ai deux bons exemples. Il y a le chardon qu'on arrache beaucoup parce qu'on l'associe encore à une mauvaise plante parce qu'en agriculture, traditionnellement, c'était une plante qui se répand très facilement et donc qui a été légalement interdite sur les terrains agricoles. Donc encore aujourd'hui, les gens ont le réflexe de vouloir arracher les chardons, alors que c'est une plante qui est ornementale, qui est belle, et qui est aussi très bénéfique pour un oiseau qui s'appelle le chardonneret élégant. C'est un très bel oiseau qui a la tête rouge, jaune et noire, et qui mange les graines de chardon. Il y a aussi l'ortie, qu'on arrache parce qu'elle pique, mais c'est une plante super qui a plein de valeurs qui nous intéressent nous et qui intéressent aussi beaucoup de papillons notamment, comme la petite tortue. Mais même pour nous, on peut la consommer sous forme de tisane, de soupe. Elle est pleine de vertus.